Vous êtes sur TV Finance et notre invité du jour, c'est Franck Mouton, PDG et cofondateur de Terranexus. Bonjour. Bonjour. Alors Terranexus, c'est une biotech cotée sur Euronext que vous avez cofondée en 2013 et qui est spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques. Elle vient justement de publier de très bons résultats cliniques dans la maladie de Parkinson. Parlez-nous justement de ce produit THN 102, votre candidat médicament le plus avancé et qui est donc un traitement lié à la maladie de Parkinson. Exactement, donc le THN 102 est un médicament qui est issu de notre plateforme. Nous avons été pionniers dans la conception, la découverte et le développement de candidats médicaments qui agissent à la fois sur les neurones et sur les cellules non neuronales de notre cerveau, qui correspond à 50% de la masse de notre cerveau. Et ce candidat médicament était en développement dans les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson, et en l'occurrence la somnolence chez les patients atteints de Parkinson. Aujourd'hui, aucun traitement n'est enregistré, aucun traitement n'a réussi ce que nous avons réussi, donc c'est une première mondiale. Partie donc d'un des effets de la maladie de Parkinson, cette somnolence très forte. C'est effectivement chez 40% des patients atteints de la maladie de Parkinson, dans les premiers temps de la maladie se déclarent des états de somnolence qui conduisent en fait à des troubles de la vigilance et qui est à l'origine, c'est une des premières causes d'institutionnalisation des patients parce qu'il y a un surrisque accidentogène lié à cette somnolence. Et puis les conditions de vie pour les patients, les aidants sont considérablement altérées par cette somnolence. Et aujourd'hui, aucun traitement n'était enregistré et nous avons pu démontrer dans une étude de phase 2 que nous avions une très forte incidence sur cette somnolence. Donc on a une réduction de la somnolence d'une part et d'autre part ce que nous avons pu démontrer c'est qu'une proportion importante des patients qui étaient traités par le THN 102 qui est le candidat médical le plus avancé de Terranexus se retrouvaient après traitement sans somnolence. Donc c'est extrêmement prometteur pour la suite du développement. Voilà. Donc, et on est les premiers à avoir démontré effectivement une efficacité significative sur le plan de ce symptôme non moteur. Est-ce qu'on peut avoir une idée en chiffres de ce que représente cette maladie? Combien de personnes sont touchées? Est-ce que la taille du marché Alors aujourd'hui, donc justement sur la base des résultats que nous avons générés, nous avons pu commencer à faire un certain nombre de travaux médico-économiques, de positionnement. Et donc ce que nous avons aujourd'hui pu obtenir comme information. Donc on a confirmé effectivement environ 40% des patients atteints de maladie de Parkinson. C'est plus de 6 millions de patients dans le monde qui sont concernés par cette maladie. 40% des patients présentent une somnolence et sur ces 40%, la moitié sont considérés comme étant extrêmement touchés et le symptôme étant très invalidant chez ces patients. Et on estime aujourd'hui le marché à environ 1 milliard de dollars pour un traitement qui aurait les mêmes caractéristiques que le THN 102 avec un prix de vente qui est entre 5 000 et 20 000 selon les territoires. Évidemment, vous savez qu'entre les deux côtés de l'Atlantique, il y a des différences et on est aux alentours de 20 000 dollars par patient par an aux États-Unis et environ 5 000 sur le territoire européen. Ce qui fait un marché qui est supérieur au milliard actuellement pour ce traitement-là. Parce que l'essai clinique, vous l'avez fait en Europe et aux États-Unis? Exactement. C'était un essai multicentrique international Europe-US. Et alors maintenant que vous avez justement un petit peu décrypté ces résultats, quels enseignements vous ont tirés? Comment va se passer la suite? Est-ce que vous allez démarrer une phase 3? Alors effectivement, sur la base du profil de ce qu'on a observé dans cet essai clinique, ce qu'on a pu aussi observer, c'est que dans les interviews payeurs, les interviews justement médico-économiques, on s'est rendu compte aussi que cette somnolence était considérée comme étant un facteur d'aggravation des autres symptômes moteurs qui sont classiquement traités dans la maladie de Parkinson. Ça, c'est le premier point. Le second point par rapport à votre question, la suite du développement, en fait, nous l'envisageons à travers un partenariat industriel. Et donc aujourd'hui, l'activité de business développement qui est portée par Julien Vez dans la société est très active dans le processus partenarial. Nous, en tout cas, nous espérons un accord avant la fin de l'année. D'accord, ça veut dire que vous discutez déjà pas mal avec les laboratoires. On discute beaucoup avec les laboratoires, avec un accord qui permettrait à l'acquéreur de finir le développement et de mettre sur le marché. Donc voilà ce que nous recherchons actuellement et effectivement dans ce domaine-là, il y a, comme vous le savez, une certaine attractivité compte tenu des enjeux de la maladie de Parkinson. On est plutôt sur des laboratoires français ou on est encore sur des laboratoires internationaux? On est sur des laboratoires internationaux. Les laboratoires français et les biotech françaises ont quand même du mal à nouer des partenariats ensemble.
Alors ça dépend des domaines, ça dépend toujours des domaines thérapeutiques. Il y a des domaines thérapeutiques comme le système nerveux central, effectivement, qui des choix stratégiques ont été réalisés par les laboratoires français de ne pas forcément continuer sur ces secteurs d'activité. On espère qu'ils y reviendront. Mais en tout cas aujourd'hui, effectivement, on est plus sur des laboratoires internationaux. Et alors quand pourrait démarrer, donc le partenariat pourrait être conclu d'ici la fin de l'année, quand pourrait démarrer la phase 3 et qui est la dernière étape avant la mise sur le marché, et cette mise sur le marché, vous l'envisagez pour quand évidemment si tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison que tout ne se passe pas bien. Donc là, en l'occurrence, effectivement, sous réserve de ce partenariat, la phase 3 démarrerait l'année prochaine. On est environ sur 2 ans de ce type de phase de grande envergure. Okay. Et donc, ça veut dire autorisation de mise sur le marché entre 2024 et 2025. D'accord. Et à ce moment-là, comme vous êtes dans le cadre d'un partenariat, vous touchez, pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les partenariats de co-développement, vous touchez un pourcentage des ventes du médicament. Alors, là, en l'occurrence, il ne s'agirait pas d'un co-développement, il s'agirait vraiment d'une licence en sortie des résultats que nous avons générés et d'informations que nous générons actuellement. Et à ce moment-là, la structuration de l'accord industriel se fait avec un upfront au moment de la signature, qui permet de payer l'exclusivité pour l'acquéreur. Et ensuite, à chaque étape du développement, des milestones et à la fin, évidemment, à partir du moment où les premières ventes interviennent, des royalties. D'accord. Alors, ces derniers tests sont généralement les plus coûteux. Vous pensez que le laboratoire donc, va les financer entièrement. Pourtant, vous avez aujourd'hui une visibilité financière qui vous permettrait, en tout cas, de démarrer cette phase 3 ? Non, on n'aurait pas la visibilité financière à ce stade-là. Suffisante, parce que ce sont des essais cliniques très lourds, c'est ça ? Combien de patients seraient concernés à peu près ? Généralement, il faut 2 études de phase 3, entre 150 et 200 patients par étude. Donc on est sur des montants qui sont beaucoup plus significatifs. En revanche, effectivement, on a annoncé très récemment la sécurisation de 6,5 millions d'euros non dilutifs à travers le crédit impôt recherche, un prêt garanti par l'État, également un premier jalon de notre plateforme financé par un PSPC Neurolid à hauteur d'1 million. Donc à ce stade-là, effectivement, on avait une trésorerie fin mars qui était autour de 8 millions, donc on a de la visibilité financière. En revanche, on a aussi un portefeuille de produits qui sont aussi en développement actuellement, et donc ça sert, cette trésorerie-là va servir à continuer les développements de notre portefeuille de produits en dehors du THN 102 qui aujourd'hui est dans cette stratégie partenariale. Notamment un produit, non ? Quand on s'était vu, vous m'aviez parlé d'un médicament contre la maladie de Batten, qui est une maladie orpheline qui touche les enfants principalement. Quelles sont les prochaines étapes pour ce traitement ? Justement, vous allez utiliser ce financement pour avancer dans ce domaine ? Donc là-dessus, c'était un produit que nous avons in-licensé, donc on l'a récupéré d'une fondation américaine qui avait investi lourdement dans l'identification, la sélection et la caractérisation de ce traitement pour cette maladie pédiatrique sévère, qu'est la maladie de Batten. Et aujourd'hui, donc, effectivement, on va continuer les développements. On a pu interagir avec la FDA, donc on a anticipé un certain nombre d'études précliniques cette année, et l'étude clinique démarrera l'année prochaine. Donc il y a toute cette étape de préparation. On a aussi un news flow abondant qui va nous permettre aussi d'alimenter le marché pendant cette période-là, avec l'obtention de la désignation orpheline en Europe d'une part et aux États-Unis d'autre part, également la désignation de maladies pédiatriques rares, qui est une autre désignation qui permet à l'entreprise de bénéficier d'un accompagnement très fort de la part des autorités réglementaires américaines, également qui permet de bénéficier au moment où vous apportez les résultats cliniques, d'avoir un enregistrement, en tout cas d'avoir une réponse sur l'enregistrement en 6 mois, et également aujourd'hui de bénéficier à partir du moment où vous enregistrez de ce qu'on appelle un Priority Voucher, qui vous permet de bénéficier de cette même durée de 6 mois pour n'importe quel autre produit. Et ce genre de voucher-là se monétise aujourd'hui entre 100 et 250 millions de dollars à partir du moment où vous l'avez, parce que ça permet d'accélérer n'importe quel autre développement. Parce que du coup, ça serait une mise sur le marché très rapide avec des essais cliniques qui continueraient en parallèle ? Alors là, l'idée c'est une phase 3 de 2 ans. Qui démarrerait l'année prochaine,
est sorti de cette phase 3 contre l'histoire naturelle, c'est-à-dire que tous les patients sont traités. Il n'y a pas de bras placebo pour des raisons éthiques qu'on imagine bien, puisque c'est une maladie systématiquement mortelle pour ces enfants. Et on se compare en fait à l'histoire naturelle de la maladie. On regarde dans le temps comment évoluent les malades qui sont traités versus les malades qui n'ont jamais été traités par le passé. Et donc on se compare et on démontre de cette façon-là l'efficacité du traitement. Et c'est ça, au bout de 2 ans, donc on regarde pendant 2 ans l'évolution des patients, et au bout de 2 ans, effectivement, on propose l'ensemble de ces données aux autorités réglementaires pour l'enregistrement du produit. Justement, vous avez le sentiment, là, vous nous parlez des autorités réglementaires du côté européen et américain pour vos 2 produits, vous avez le sentiment que tout est reparti comme avant la crise, que tout a été remis en route du côté sur le plan des autorités réglementaires, oui, les choses, on peut dire qu'elles sont bien reparties. En revanche, les essais cliniques, eux, dans les centres d'investigation, il y a eu forcément un ralentissement, voire un arrêt. Pour un certain nombre d'études. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir terminé toutes nos études cliniques et de ne pas en avoir relancé encore. Donc on n'est pas dans cette situation. En revanche, les interactions réglementaires, oui, se passent bien. Ça se passe bien. Justement, là, je m'adresse aussi au président de l'association France Biotech. Quelle est votre analyse sur les perspectives du secteur de la santé après cette pandémie? Tout l'argent qui a été promis va-t-il finalement soutenir la recherche de nouveaux médicaments, selon vous? Alors, je tiens d'abord à saluer l'écosystème qui a été extrêmement solidaire et extrêmement déterminé pendant cette période pour trouver des solutions, pour continuer les activités, trouver des solutions sur le Covid, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit dans le thérapeutique, que ce soit dans le vaccin. Donc on peut quand même se féliciter de l'enthousiasme et de la détermination de l'écosystème sur ce sujet. Au-delà de ça, effectivement, on va être très vigilant sur 2 sujets. Le sujet du contrôle des investissements étrangers par la France et la compensation par le fonds de souveraineté qui est annoncé. Et il est annoncé sur la tech. Et moi, j'attends de voir effectivement dans le domaine de la santé quel va être sur la biotech aussi. Les montants qui vont être alloués. On peut quand même se féliciter aujourd'hui toutes les sociétés qui ont bénéficié du PGE, donc du prêt garanti par l'État, de l'accélération de l'obtention du crédit impôt recherche. Ça a été quand même extrêmement efficace. Donc on peut se dire que les interactions avec les pouvoirs publics se passent très bien. Nous, France Biotech, on était sollicité 1 fois par semaine. Donc on sent quand même un regard très attentif sur notre écosystème. Donc on salue ça. Bienveillant, on l'espère. En tout cas, on va être vigilant. On va pas lâcher. Il y a des signaux positifs. On en avait déjà parlé avec le dispositif TIBI. Donc là, j'espère qu'il va être annoncé un certain nombre de fonds d'investissement qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif dans le domaine de la santé et en particulier dans le domaine des biotech. Donc là, on attend 4-5 peut-être fonds pour financer, supplémentaires. En fait, le développement des biotech après l'amorçage. Exactement. L'aspect effectivement et qui permettrait de faire un certain nombre de nos pionniers, des leaders dans leur domaine, et ça c'est vraiment très important. En fait, c'est-à-dire qu'en phase 3, au lieu d'aller chercher un laboratoire, on pourrait compter sur ce type de fonds avec une grosse capacité d'investissement. Exactement, et de nous emmener plus loin et faire en sorte que nos entreprises se pérennisent sur le territoire. Il y a un autre aspect aussi qui a été annoncé récemment sur le grand défi bioproduction. Donc on voit quand même qu'il y a une volonté dans le domaine de la santé de réindustrialiser le secteur de l'innovation santé. Donc là, on encourage ça. On espère que nos PME vont pouvoir bénéficier de ce grand défi bioproduction, pas que les grands groupes, donc là aussi je vais être très attentif. Et puis effectivement toutes les dimensions qui vont intervenir sur le plan de relance, de savoir effectivement comment ils regardent le domaine de l'innovation santé, et là je parle plutôt du ministère de la Santé, c'est-à-dire comment on va bénéficier de ce retour d'expérience de la crise sanitaire pour que le système de santé puisse regarder de façon beaucoup plus précoce les innovations et les intégrer, parce que je pense que c'est aussi un des marqueurs très importants pour que les entreprises se pérennisent sur le territoire, qu'elles puissent accéder à leur marché aussi. Merci beaucoup. Franck Mouton, je le rappelle, vous êtes PDG de Terranexus et président de l'association France Biotech.